Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème Comment élaborer une politique QSE. Le webinaire sera présenté par Yvon Mougin, expert consultant et formateur QSE. La présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat en bas de votre écran et je les formulerai à Yvon Mougin à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Yvon Mougin. Oui, bonjour à tous. Je vais essayer de partager avec vous au cours de ces 20 minutes une approche qui permet d'élaborer, comme le disait Nicolas, une politique QSE qui soit à la fois performante et ambitieuse. Alors, la pensée stratégique, c'est pas nouveau. Une réflexion stratégique, c'est pas nouveau. Ça date déjà de quelques dizaines d'années. Simplement, auparavant, dans la période qu'on vient de quitter, on va dire les années 80, 90, 2000, etc., c'était pas très compliqué parce que encore ces dernières années, le monde ne changeait pas beaucoup. En fait, le futur ressemblait au présent et c'était pas très compliqué de s'imaginer avec une stratégie à long terme, à 5 ans ou à 10 ans. Aujourd'hui, l'environnement a changé et effectivement, on est dans un monde qui est beaucoup plus, qui évolue de plus en plus, qui est de plus en plus changeant. Et les normes ISO, qui sont nos modèles, suivent cette évolution. Je veux parler rapidement de la norme ISO 9001 et dans la version de 2015, qui a quand même déjà 8 ans, on pouvait relever 6 fois le mot stratégie. Dans la version d'avant, il n'y figurait seulement que 2 fois. Et puis, peut-être que vous connaissez aussi, vous avez eu l'occasion de découvrir la 9004, qui est un vieux référentiel, hein, aussi vieux que les autres normes ISO, et qui a toujours été le référentiel qu'on appelait un peu de qualité totale. Voilà, parce qu'il nous expliquait les lignes directrices pour le management de la qualité, alors que l'ISO 9001, c'était exigence pour la qualité et qui servait effectivement à l'obtention de certificats. Donc, dans cette norme 9004, qui a été révisée en 2018, donc elle est plus récente que la 9001, eh bien, on peut y découvrir déjà un titre assez étonnant, c'est Management de la qualité, qualité d'un organisme. Donc, on ne parle plus de qualité de produits, de prestations ou de services, mais de qualité d'un organisme. Autrement dit, de l'aptitude d'un organisme à s'adapter en permanence aux évolutions de son environnement. Oui, donc là, on va vraiment aborder des notions de stratégie parce que le monde qui vient est un monde inconnu, contrairement à ce qu'on a pu vivre dans les décennies différentes. Oui, d'ailleurs, alors la troisième partie du titre de ce référentiel 9004, c'est ligne directrice pour obtenir des performances durables. Alors déjà, dans la 9001, on nous parlait de performance globale, autrement dit de performance non seulement qualitative, mais aussi économique. Hein, on peut intégrer, et d'autres, effectivement, hein, d'autres objectifs. Mais là, on nous parle donc de performance globale et durable, et cette norme nous précise bien dans un environnement complexe, exigeant et en perpétuelle évolution. Voilà, c'est ça qui change et qui fait que la notion de stratégie est de plus en plus importante aujourd'hui est assez paradoxal parce qu'effectivement, on nous dit penser au futur alors que le futur, c'est quelque chose d'inconnu. Avant, quand on nous disait penser au futur, c'était simple parce que, comme je disais tout à l'heure, le futur ressemblait au présent. Aujourd'hui, c'est l'inconnu total et on nous demande, mais pensez-y quand même, effectivement. Alors, nous vivons, paraît-il, et ça, ce sont les Américains qui nous ont apporté cette information, nous vivons dans un monde qui est qualifié de VUCA. Vous connaissez certainement cet acronyme anglo-saxon, dont la traduction en français est à peu près la même, hein, puisqu'on nous dit qu'un monde VUCA, c'est un monde qui est volatile, qui est incertain, qui est complexe et qui est ambigu. Et c'est donc cet environnement qui va s'accélérer de plus en plus, hein, et on voit bien ces derniers mois tous les problèmes qu'on a pu vivre au quotidien dans les entreprises ou même sur le plan personnel, hein, avec la pandémie, avec la guerre en Ukraine, qui est donc proche, avec l'inflation, etc., etc. Donc, on ne sait plus trop bien où on va, mais il faut quand même y penser euh, pour au moins se donner un cap. Donc, cet avenir, on va le préparer comment? Alors, on va dire que c'est quand même
les entreprises se sont toujours organisées pour effectivement qu'il y ait une partie d'entreprise qui pense au futur. Et ça, penser au futur, c'est l'apanage du management. Donc, on va dire des processus de management. Une entreprise, elle se construit sur deux niveaux, donc un niveau du présent, ou passer le niveau du business, hein, avec un horizon, on va dire, à peut-être 1 an maximum, mais souvent on travaille au mois, plus souvent dans les entreprises de production à la semaine et parfois même au jour. Hein, c'est-à-dire qu'on va faire des prévisions pour le lendemain, des prévisions pour la semaine prochaine, etc. Donc ça, c'est toute la partie des processus de réalisation et de support qui travaillent sur des horizons très courts, donc dans l'année, on va dire, pour faire court aussi. Et on a le processus de management qui va avoir la tête dans le futur. Donc, il appartient à nos managers, à nos organes de direction, à notre gouvernance, de définir une vision avec des résultats stratégiques. Donc, d'anticiper autant que faire se peut le changement. Alors, comme on ne sait pas où on va simplement essayer de s'organiser pour être adaptable. C'est ça toute la difficulté aujourd'hui, c'est que on ne connaît pas donc le monde comme il sera dans 10 ans ou dans 15 ans. On dit qu'il y a beaucoup de produits qui n'existent pas aujourd'hui et qui existeront dans 10 ans. Des modes de management aussi, peut-être. Enfin, on parle beaucoup en ce moment de ChatGPT, donc effectivement, il y a des bouleversements qui arrivent un petit peu de tous les horizons. Et simplement, je pense que le travail d'un qualiticien ou d'un manager, hein, on fait un peu le même boulot, c'est effectivement de faire en sorte que son entreprise soit adaptable. C'est-à-dire qu'elle puisse en permanence, comme un être vivant. Hein, nous, si on existe, c'est parce qu'on est adaptable, c'est qu'on s'adapte à toutes les situations. Si je traverse la route et que je suis en danger parce qu'une voiture arrive sans m'avoir vu, eh bien, je vais adapter mon comportement à l'environnement, c'est-à-dire je vais me mettre à courir tout simplement pour essayer de m'en sortir vivant. Donc, les entreprises sont des systèmes vivants aujourd'hui et ils doivent effectivement se construire comme des systèmes adaptables. Ce qui n'est pas simple parce que ce n'est pas comme ça qu'on vivait par le passé. Alors, c'est quoi une vision et une stratégie? Donc, ça commence toujours. Alors, ce que je vous propose, c'est une vision assez standard. Hein, simplement, on va essayer d'orienter cette vision un peu standard sur nos soucis de qualiticiens. Donc, ça commence toujours par une vision. Et dans 9004, si vous avez la curiosité de l'ouvrir, si vous ne l'avez pas déjà fait, on voit des définitions. La vision, c'est comment on sera à un horizon de 5 ans ou à 10 ans. Comment une gouvernance voit son entreprise, voit son organisme à un horizon de 5 ans minimum ou de 10 ans. Donc, très souvent, et là, vous connaissez aussi l'outil qui est quasiment universel et qui permet, à partir de cette vision, alors une vision, et qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose des résultats. Alors, je vais parler des entreprises qui sont marchandes, hein, qui sont la plus grande partie des organismes, parce que c'est facile à comprendre. Une vision, effectivement, ça s'exprime en termes de, par exemple, chiffre d'affaires, en termes de marge. Et on sent bien que, en fonction de cette vision, on a en arrière-plan l'ambition des managers. Hein, si une entreprise veut doubler son chiffre d'affaires et sa marge en 10 ans, on ne va pas avoir à faire les mêmes efforts qu'une entreprise qui veut simplement maintenir son chiffre d'affaires. On sent bien que la vision est quelque chose qui va conditionner après l'organisation, les projets, toute la partie tactique, c'est-à-dire toute la partie entre l'opérationnel à 1 an et le stratégique à 5 ans ou à 10 ans. Donc, le SWOT, c'est vraiment un outil qu'on connaît tous, mais je rappelle, qui est quand même un outil d'analyse stratégique. Donc, le SWOT, c'est identifier les forces et les faiblesses, donc connaître la partie interne de l'organisation, et puis identifier les opportunités. Donc, en fonction des forces et des faiblesses, c'est identifier les opportunités de déploiement, les potentiels de déploiement pour atteindre la vision que nos gouvernants se sont donnés. Alors, par rapport aux pratiques habituelles du SWOT, moi, je pense que la notion de risque, elle vient après. C'est-à-dire que, en fonction des forces et des faiblesses de l'organisme, qu'on aura analysé, bien sûr, qu'on aura énuméré, qu'on aura priorisé, eh bien, on va essayer déjà de se dire dans quelle direction on va faire des efforts. Donc, c'est l'étape des orientations stratégiques. Parce que pour que cette vision très ambitieuse de nos gouvernants puisse se réaliser, eh bien, on ne peut pas agir partout. Là encore, les choses n'ont pas d'égale importance. Donc, il va falloir qu'on dise, tiens, quels sont les marchés qui sont porteurs des développements,
ou quels sont les produits, ou les deux, quels sont les produits qui sont porteurs des développements. Si, moi, ça m'est déjà arrivé, une entreprise est un petit peu au taquet sur le sol national, ben on va peut-être essayer d'avoir des opportunités ailleurs, en Italie, en Europe, enfin, peu importe. Donc, vous voyez, déjà, il y a un certain choix à faire. Quand on parle d'orientation, c'est toujours une question de choix. Donc, dans ce cas-là, pour que notre vision se réalise, eh bien, il va falloir qu'on décide de marcher, de faire des efforts sur tel marché, sur tel produit ou dans tel pays. Et puis derrière, effectivement, c'est là où on va aborder la notion de risque, c'est-à-dire que si on veut développer tel marché, la cosmétique, l'automobile, peu importe, hein, et tel produit de telle gamme, eh bien, on va identifier les risques, effectivement, parce que les chiffres d'affaires qu'on anticipe, qu'on souhaite, ils seront générés par ces marchés, par ces produits. Donc, quels sont les risques que ces belles ambitions ne se réalisent pas, hein? On est bien dans cette approche risque classique. On a un résultat qui est identifié, c'est un résultat, comme je le disais, en chiffre d'affaires et en marge, et quels sont les risques qu'on ne puisse pas atteindre les résultats en question. Donc, on va faire l'analyse que vous connaissez par cœur si vous êtes ISO. On va analyser les enjeux externes, c'est-à-dire les risques sur lesquels on n'a aucune action, on ne peut pas agir sur les causes. Ce sont les risques politiques, environnementaux, légaux, technologiques, etc. Ceux-là, on ne peut que les subir, mais il faut quand même qu'on les identifie de manière à pouvoir prévenir les conséquences autant que faire se peut. On a les risques ou enjeux internes, c'est-à-dire ce sont des événements qui peuvent se produire et obérer nos résultats souhaités, mais sur lesquels on peut avoir une action, c'est-à-dire qui viennent souvent de l'entreprise, comme le manque de compétences, comme la pyramide des âges, comme voilà, des choses comme ça. Et effectivement, tous les risques qui peuvent être générés par les parties intéressées, par le personnel, par les clients, bien entendu, par les sous-traitants, les fournisseurs, par l'État, par les voisins, etc., ou par les concurrents. Donc, tout ça, c'est très classique, simplement avec la petite, bon, le petit bémol que je vous disais, moi, la notion de risque, elle vient toujours après avoir décidé d'où on allait. Elle n'est pas dans le SWOT directement, elle se fait en deux étapes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, encore, si on a décidé de se développer sur tel produit, sur tel marché, il va falloir qu'on refasse à nouveau des choix, pas forcément un choix, mais plusieurs, en disant, si on veut améliorer, si on veut se développer sur ce marché, ou si on veut se développer sur la base d'une augmentation des chiffres d'affaires de telle catégorie de produits, etc., qu'est-ce qui va nous aider? Est-ce qu'il va falloir qu'on travaille en matière, quels sont les facteurs clés de succès qui vont nous aider? Est-ce que ce sera la qualité, sous-entendu l'amélioration permanente, hein, puisque la qualité, c'est surtout d'avoir toujours un temps d'avance sur les concurrents pour se dissocier des autres, se distinguer des autres. Et donc, est-ce qu'il va falloir améliorer nos produits ou est-ce qu'il va falloir peut-être travailler sur la santé et la sécurité des personnels parce qu'en faisant ça, eh bien, on aura peut-être un petit peu plus comment dire, d'implication des personnels. Est-ce qu'il faut travailler sur l'environnement parce que, d'abord parce que c'est une politique qui nous intéresse et qui peut intéresser tous nos clients sur les marchés qu'on peut développer? Est-ce qu'il faut qu'on innove est-ce qu'il faut qu'on soit plus souple, plus réactif, plus agile? Vous voyez, donc je dirais que les facteurs clés de succès, c'est une courte liste et simplement il faut savoir quels sont ceux qui sont les plus importants et sur lesquels il faudra faire le plus d'efforts. Mais on peut travailler sur plusieurs fronts à la fois, bien entendu. Donc, ces facteurs clés de succès, les choix de ces facteurs clés de succès vont induire des politiques, d'autres choix encore. Oui, là, on est toujours sur des cascades de choix les uns derrière les autres, en espérant que les choix qu'on fait en matière de stratégie sont les bons. Mais ça, on ne le saura qu'après. Donc, par exemple, si je vais rester sur un exemple de la qualité, eh bien, si on décide que la qualité, donc l'amélioration, c'est un facteur clé de succès, il va falloir qu'on développe une politique qualité, donc encore des orientations sur des éléments. Donc là, on est toujours sur les marchés qu'on a identifiés comme étant potentiellement porteurs de développement, sur les produits la gamme de produits qu'on a définie comme potentiellement porteurs de développement, et bien sur ces gammes-là, on va faire des choix. Qu'est-ce qu'on va améliorer? Qu'est-ce que les marchés attendent pour qu'ils répondent en termes de chiffre d'affaires et de marge? Eh bien, par exemple, là encore, je répète, ce sont des choix. On décide d'améliorer la durabilité des produits porteurs de développement ou la fiabilité, etc. Et on fera ça si on a adopté une politique sécurité. Peut-être qu'on va travailler plutôt sur les TMS ou plutôt pour réduire l'accidentologie, etc. Si on travaille sur l'innovation, est-ce qu'on va innover dans notre politique? Est-ce qu'on va faire porter nos efforts sur une innovation commerciale, sur une innovation technologique, etc., etc. Si on veut avoir une politique effectivement en termes d'agilité, eh bien, est-ce qu'on va plutôt travailler sur les délais de livraison, sur le délai de réponse? Tout ça, ce sont des choix
que les organismes doivent faire et inscrire effectivement dans leur tablette. Puisque, comme on le sait, hein, ces choix, ces politiques, qualité, sécurité, environnement, innovation, réactivité et autres, doivent être connus de tous pour que chacun puisse effectivement contribuer à la mise en œuvre de ces politiques. Et puis derrière, effectivement, on va encore descendre d'un cran, on va se rapprocher un peu de la réalité. Et une politique qualité qui a été définie en termes de... Enfin, ce sont des orientations, des directions dans lesquelles on va travailler. Mais bien entendu, ce n'est pas suffisant. Encore faut-il se doter d'objectifs. Hein, quand un parti politique dit, bien écoutez, notre politique, c'est de réduire l'imposition, on va lui demander, très bien, on a bien entendu, mais de combien? Parce que les efforts ne seront pas les mêmes si on réduit les impôts de 5% ou de 50%. Donc là encore, il faut que les politiques, enfin toutes les politiques, se dotent d'objectifs. Par exemple, en matière de durabilité, eh bien, on sait que nos produits, les produits sur lesquels on fonde beaucoup d'espoir, ont une durabilité moyenne de 4 années, eh bien, on va essayer de la passer à 5, ce qui veut dire que sur le plan tactique, il va falloir mettre des projets, effectivement, trouver des nouveaux matériaux, faire des nouveaux tests, etc., etc. D'accord? On peut aussi il ne faut pas non plus trop d'orientation en matière de politique qualité. Et donc, on a par exemple une deuxième orientation prioritaire qui est d'améliorer la fiabilité. Et à ce moment-là, on sait qu'on a un taux de panne de temps, eh bien, on va diminuer plutôt ce taux de panne de 20% ou augmenter la fiabilité de 20%. Et on fait pareil, bien entendu, sur toutes les autres politiques en matière de sécurité, eh bien, où il faut des objectifs en environnement, en innovation, en souplesse et agilité aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez classique. Simplement, j'insiste sur le fait qu'une politique qualité, des objectifs qualité, ça doit s'appliquer sur des produits et des services. Sinon, ça n'a pas de sens. Hein, moi, j'ai déjà lu faire des objectifs qualité du genre maintenir le certificat ou obtenir un certificat, etc. C'est pas un vrai objectif. Un objectif qualité, ça doit profiter au client, ça doit s'exprimer en termes d'amélioration de la valeur ajoutée apportée au client, bien entendu. Donc, une politique qualité qui ne s'applique pas aux prestations, hein, aux produits et aux services rendus ou vendus n'a pas de sens, bien entendu. Hein. Alors, derrière tout ça, ça se déploie, bien entendu, dans les processus. Hein. Quand je disais qu'on va augmenter la durabilité de 4 ans à 5 années, comme je le disais tout de suite, eh bien, ça va générer un certain nombre de projets ou d'actions, donc des projets à moyen terme, et là on est dans la partie tactique hein, de cette réflexion. Par exemple, le processus numéro 1, qui est un processus R&D, va peut-être engager des études de matériaux. Si on a une politique en matière de santé et de sécurité avec moins de charges à porter, eh bien, il y aura peut-être une analyse de charges à faire, etc. Un processus numéro 2, qui peut être un processus d'achat, va rechercher des équipements pour permettre d'alléger les charges portés par les personnels, etc., etc. Oui, donc, tout ou partie, en tout cas, ce qu'on espère, c'est qu'un maximum de processus soient impliqués et contribuent à cet ensemble de politiques et pour atteindre tous ces objectifs. Donc, ça veut dire que les processus seront dotés de projets que la gouvernance va leur demander de mener à bien. Et ensuite, bien entendu, il y a toute la partie qui est une partie de planification, hein, parce que c'est pas tout dire qu'on va faire des choses, on va dire, sur l'année, sur les 2 ans, sur les 3 ans, mais encore faut-il qu'il y ait un système de communication qui puisse être mis en place. Et effectivement, on a notre cycle PDCA qui est absolument fait pour ça. Autrement dit, dans tous les processus, on aura le plan, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont le déploiement des objectifs dans chaque processus. Donc, vous comprenez que les processus ont des objectifs opérationnels. Bien entendu, il faut produire, mais ils ont aussi une contribution aux objectifs politiques des politiques qualité ou elles-mêmes qui contribuent à la stratégie. Donc, tout ça est lié hein, sur un plan vertical. Donc, chaque processus a des résultats attendus en termes d'opération et en termes de projet, bien entendu, hein, contributifs à la stratégie. Et ensuite, eh bien, là, on est dans le plan. Le doux, c'est que tous les processus vont bosser et avec des revues régulières de performance, des revues de processus, etc., vont remonter les informations en direction du management. Et là encore, chaque fois qu'on aura un écart constaté, comme le veut le cycle PDCA et sa logique, eh bien, on va générer des actions d'amélioration au niveau de chaque processus et bien entendu
avec une belle revue de direction, comme on sait les faire tous les 6 mois ou tous les ans, eh bien, on aura également des actions d'amélioration au niveau des directions et des gouvernances. Voilà, donc ah ben là, je suis épaté parce qu'il est exactement 11h20. Donc, j'ai terminé mon petit partage et maintenant, je suis à votre disposition pour essayer, autant que mes compétences le permettent, d'y répondre. Donc, je passe la Alors, parole à Nicolas. merci beaucoup Yvon. Effectivement, pile dans le temps, mais le sujet est très intéressant. Donc merci Yvon pour cette présentation effectivement riche en enseignements. Nous avons effectivement reçu pas mal de questions, donc je vais sans perdre un instant t'en formuler, mais vous pouvez bien évidemment continuer à poser vos questions via le chat et Yvon y répondra avec plaisir. Alors, je vais commencer par la première. Donc, pouvez-vous donner votre compréhension ou définition entre la vision d'une entreprise et la stratégie, en précisant notamment sur quelle échelle de temps elles peuvent porter? Alors, la vision, c'est ce qu'on. Alors, il y a une définition qui est dans la 9004, hein, je ne la recherche pas, mais c'est l'entreprise, c'est l'organisme tel qu'on le voit à un horizon défini. Hein, c'est-à-dire, comment je vois, et ça, la vision, c'est la mission donc, du management, des directions générales, de dire mon entreprise, comment je la vois dans 10 ans. Alors, je dis souvent, cette vision, elle peut démarrer tout simplement d'un chiffre d'affaires hein, et qui va nous donner l'ambition plus ou moins importante de la direction générale. Donc, ça, c'est l'objectif recherché. La vision, c'est comment mon entreprise, mon organisme sera dans 5 ans ou dans 10 ans. Ensuite, à quel horizon? Bon, alors classiquement, là encore, hein, ce n'est pas une réponse, c'est pas taillé dans le marbre, mais on dit globalement qu'une stratégie, ça sert à une vision à long terme. Donc, cette vision, il faut l'inscrire dans au moins 5 années. Hein, quand on fait des prévisions à 3 ans, ce n'est pas du long terme, c'est du moyen terme. Donc, le long terme, c'est plutôt 5 ans ou plus. Hein, si on travaille dans des collectivités, par exemple, dans des départements ou dans des régions, effectivement, les projets, les visions se font parfois à 10 ans, à 20 ans ou à 30 ans, bien entendu, hein, parce que les objectifs sont extrêmement importants. Donc voilà, donc la vision, c'est ce qu'on veut être dans 5 ans ou 10 ans, et la stratégie, c'est la manière d'y arriver. Ce sont les choix qu'on va faire pour que cette vision se réalise. Alors très bien, je gère en même temps les interventions du chat qui n'arrêtent pas. Alors on enchaîne tout de suite. Alors la politique QSE doit être élaborée à quelle étape de la mise en place d'un SMI? Ben, alors, je ne sais pas, là c'est une question, c'est un peu une colle parce que ce n'est pas lié avec un système de management intégré. Une entreprise, elle doit avoir une vision et une stratégie. Et ensuite, peut-être que le SMI, ça fait partie des facteurs clés de succès dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, un système de management intégré, si on décide de mettre en place une démarche qualité, c'est qu'on pense que la qualité, c'est un facteur clé de succès. Je vous renvoie un petit peu à la définition hein, en disant une démarche qualité doit être issue d'une décision stratégique de la direction. Alors c'est pareil pour la santé, pour la sécurité ou pour d'autres référentiels sur l'économie, l'énergie, etc. Donc en fait, la mise en place d'un système de management intégré, comment dire, elle est complémentaire d'une stratégie. Si je pense que pour comment dire, atteindre une vision qui est très ambitieuse dans 10 ans ou dans 5 ans, eh bien, il faut que j'améliore la qualité de mes prestations. Eh bien, je vais entamer une démarche qualité. Oui, et donc, du coup, avec un système de management qualité. Si en plus, je pense que en même temps, les marchés sur lesquels je porte beaucoup d'espérance sont sensibles à l'environnement, c'est-à-dire si mes clients ne travailleront qu'avec des fournisseurs qui ont cette sensibilité environnementale ou de santé et de sécurité, eh bien, je vais engager à nouveau une démarche de management environnemental ou une démarche de management santé, sécurité ou énergie. Et du coup, effectivement, si j'ai plusieurs facteurs clés de succès et si j'ai plusieurs démarches, qualité, sécurité, etc., je vais essayer de faire en sorte que mon système de management intègre, c'est-à-dire que je n'ai pas des saucissons, des tranches de saucissons, une tranche qualité, une tranche, etc., que tout ça fonctionne de manière harmonieuse hein, et pas avec des processus qui sont séparés. Ce sont ces activités de management qualité, santé, sécurité, ce sont essentiellement des activités transversales. Hein, c'est-à-dire que
pour lesquels chaque processus doit s'impliquer et doit s'approprier les modes de fonctionnement. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, hein, simplement, les systèmes de management vont dépendre des choix qui sont opérés au niveau stratégique et ces choix de facteurs clés de succès, qualité, sécurité, environnement, innovation, etc. Alors, une deuxième question. Donc, comment vérifier à quelle fréquence la bonne mise en place suivie des actions stratégiques issues du SWOT? Est-ce lors du CODIR, du COPIL, par exemple? Alors, ça, bon, bien sûr, au niveau de la direction, ce sont les CODIR qui vont gérer toutes ces affaires-là. C'est très différent, hein. Après, je sais que dans certaines structures, il y a des CODIR chaque semaine, mais qu'effectivement, on n'a pas les mêmes ordres du jour, c'est-à-dire qu'on a des ordres du jour à géométrie variable. Tous les 3 mois, on fait un petit peu le point sur les projets stratégiques. Tous les ans, on fait une revue globale. C'est un petit peu comme la partie économique, hein, comme font les gestionnaires administratifs, les directeurs financiers. Voilà, bon, il y a une revue régulière au niveau des processus, c'est-à-dire que peut-être que dans les processus, on va faire des revues de processus mensuelles. Ensuite, pourquoi pas des revues un petit peu élargies aussi au niveau des processus avec d'autres éléments à l'ordre du jour. Et ça, ce seront plutôt des copiles, autrement dit, peut-être des assemblées de pilotes de processus qui vont se réunir et qui vont peut-être faire le point sur toutes les revues qui sont faites mensuellement, etc. Moi, je dirais que les choses se font à deux niveaux. Donc, au niveau, effectivement, des pilotes de processus, qui peuvent être animés d'ailleurs par un responsable qualité, et puis au niveau des directions, peut-être à des fréquences moins régulières, enfin, pas moins régulières, moins serrées. Moi, je dirais qu'au niveau des directions, c'est au moins tous les 3 mois et au moins une fois par an. C'est comme les plans comptables, hein. On n'attend pas la fin de l'année pour faire un bilan. Il faut quand même qu'on fasse des bilans intermédiaires. Donc, je me dis qu'au niveau des CODIR, c'est plutôt trimestriel. Au niveau des COPIL, donc des processus et des pilotes, ce serait plutôt mensuel. Voilà, mais c'est un avis, hein. Je veux dire, après, chaque organisme a sa propre manière de gérer ses revues et de faire des revues. Alors, merci Yvon pour cette réponse. Je passe à la deuxième question. Alors, il y en a peut-être deux qui peuvent se joindre. Alors, merci pour cette présentation très intéressante. Vous nous parlez de stratégie, mais la politique, c'est un peu plus complet, non? Et il y a une deuxième question qu'on peut peut-être coupler avec, par rapport au sujet du jour, comment décliner les orientations dans une politique intégrée. Alors, je ne sais pas si ça va ensemble, mais il y a déjà un premier point sur la politique il y a la stratégie et la politique qui est un peu plus complète déjà. Alors, oui, alors déjà, parce que je reviens sur les premières diapositives, en fait, une cascade de choix. C'est-à-dire qu'à partir d'une vision qui est partagée, enfin, qui est souhaitée par la gouvernance et qui ensuite est partagée, plus ou moins ambitieuse, il y aura une première étape de choix et ce sont le choix des orientations stratégiques. Donc là, la stratégie, souvent, elle s'appuie sur sur des marchés. Quels marchés vont nous permettre que cette vision soit effective? Ou quel produit, quel type de produit? Une entreprise, souvent, elle a plusieurs marchés. On travaille pour l'automobile, on travaille pour le bâtiment, on travaille pour la cosmétique, on travaille pour ci, pour pierre, pour des segments, des marchés différents, et dans chaque marché, pour encore des segments de marchés différents. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'au niveau de la gouvernance, on ait une idée précise des produits et du coup des marchés qui seront porteurs de potentiel, c'est-à-dire qui vont nous permettre d'atteindre cette ambition, enfin de mettre en œuvre cette ambition. Donc, c'est un premier choix. Mais les choix se font souvent de manière restreinte sur, ouais, on va développer le marché de l'automobile et on va pas laisser tomber les autres, voyez, mais on va plutôt faire moins d'efforts sur les autres. Donc, on va mettre le paquet sur l'automobile et du coup, dans les marchés automobiles, peut-être quels sont les clients qui sont les plus porteurs de potentiel de développement et quels sont les produits qui sont les plus porteurs. Donc, oui, au niveau stratégique, le choix se fait sur des marchés et in fine sur des produits. Donc, un nombre restreint de produits sur lesquels on va faire porter nos efforts d'amélioration ou nos efforts d'agilité, d'innovation, etc. Et effectivement, ensuite, à l'étage en dessous, on va travailler en matière de politique et cette politique est plus complète, vous avez raison, parce qu'elle va s'appuyer sur des facteurs clés de succès plus nombreux. Hein, au départ, on travaille sur des marchés
des secteurs de marché, des produits, etc. Et après, on va dire, ben, tiens, il faut qu'on développe de l'innovation, de la réactivité, etc., etc. Donc, effectivement, on a vu, hein, on a deux, trois orientations stratégiques, et derrière, on peut avoir une dizaine de politiques euh, Intégré. qualité, sécurité, intégrées, etc. Et intégrer, c'est mettre tout ça, effectivement, au service de la stratégie, qu'il y ait une cohérence. Quand on dit intégrer, il faut que l'ensemble des choix et des objectifs politiques, environnementaux, sécurité, innovation, etc., tout ça aille en direction des marchés, des choix qu'on a faits en termes de marché, en termes de produits. Qu'il y ait une certaine cohérence de l'ensemble. Et c'est là, en ce sens-là qu'il faut l'intégrer, effectivement. Donc, au niveau politique, c'est plus complet, oui, bien sûr, parce que ça se rapproche du terrain. Merci Yvon. Je continue j'enchaîne avec les questions. Que dire d'une entreprise où l'on reporte la responsabilité de la rédaction de la politique sur le responsable qualité, sans plus d'implication de la direction? Bah, ça fait un peu marrer, quoi, parce qu'effectivement, c'est pas très logique. Euh, quand j'entends, c'est pas la première fois que j'entends ça, effectivement, c'est des situations qui sont assez courantes. Et j'ai fait pas mal d'audits pendant une quinzaine d'années pour AFNOR, justement. Et de temps en temps, je pensais quand la direction que j'auditais manifestement ne connaissait pas la politique qualité et qu'elle elle se contentait de la lire dans le manuel qui était devant elle, je pensais toujours à une vieille émission de Desproges, des petites émissions où il interviewait un petit peu de manière décalée des, 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 des célébrités. Je me rappelle d'une interview avec Paul Lutz-Ulitzer, qui, il y a une vingtaine d'années, était un auteur à succès, mais qui était manifestement réputé pour faire écrire ses bouquins par des nègres. Et donc, Pierre Desproges, la première question qu'il pose à Paul Lutz-Ulitzer, c'est « Monsieur Sulitzer, avez-vous lu votre dernier livre ?» Et donc, moi, je pense toujours à ça, effectivement, quand la politique qualité était écrite par le qualiticien, etc. Bon, ça veut dire que bon, la qualité, on a une démarche qualité pour des raisons, pour faire plaisir aux clients, etc., mais qu'on n'y croit pas vraiment en tant que facteur clé de succès, quoi. Et c'est un peu dommage. Alors, une dernière question. Est-ce que les missions de l'entreprise sont à développer lors de la stratégie de l'entreprise? Ah, l'émission. Alors, est-ce que dans le mot mission, là encore, hein, je vous recommande de lire cette 9004 qui est vraiment intéressante parce que vous verrez que la performance durable, elle est surtout une question d'identité de l'entreprise, de valeurs, de culture, de comportement, d'attitude, etc. Vraiment, on est plus dans les systèmes documentaires pléthoriques qui ont fait le succès, mais effectifs de la qualité ou de la performance dans les siècles passés. Aujourd'hui, c'est les comportements humains qui vont faire la différence. Et effectivement, dans cette norme 9004, on parle beaucoup de mission ou de raison d'être, ou de finalité. Donc c'est vrai que là encore, comme disait quelqu'un qui bossait sur les systèmes complexes, qui s'appelle Jacques Mélèze, une finalité, c'est un attracteur, une mission ou une finalité, c'est un attracteur de comportement. C'est-à-dire que si dans une entreprise, on a fait l'effort de définir quelle est notre finalité sociétale, eh bien, cette finalité, quand elle est partagée, ça permet d'avoir beaucoup moins de procédures parce que les gens vont prendre des initiatives. Hein. Dans un monde qui bouge, il faut que chaque personne puisse prendre des initiatives à comment dire, une liberté de manœuvre beaucoup plus grande, mais qui ne fasse pas n'importe quoi. Donc, ce sont les missions et les finalités qui permettent de donner ce cadre. Vous voyez, moi, je travaille beaucoup dans le secteur médico-social et par exemple, dans une maison de retraite qu'on appelle EHPAD aujourd'hui, hein, on accueille les personnes âgées dépendantes, eh bien, le fait de réfléchir à une mission, par exemple, hein, en disant que eh bien, la mission d'un EHPAD, de notre maison de retraite, c'est de faire en sorte que les personnes âgées, nos résidents, puissent finir leur vie de manière enfin, dans la convivialité, dans le confort, dans la sécurité, dans le bien-être. Donc, vous voyez, chaque fois que vous définissez un mot pour, comment dire, définir une finalité, eh bien, ce mot-là, c'est un attracteur de comportement. C'est-à-dire qu'on sait que chaque fois qu'on va parler à une personne âgée, ben, il faut sourire, il faut plaisanter, etc. C'est la convivialité. Le bien-être, c'est effectivement d'avoir des repas qui soient sympathiques pour les personnes âgées. Voilà. Donc, vous voyez, il y a moins besoin, on va dire, d'avoir des procédures, mais il nous faut quand même un cadre. Et c'est vrai que la notion de mission, elle doit être bien définie, je dirais même avant la stratégie.
Hein, notre mission, c'est quoi? Et parce que la mission, elle ne bouge pas beaucoup. La stratégie, elle peut changer, elle peut évoluer. Et d'ailleurs, elle va évoluer, hein, parce que en fonction de l'environnement qui bouge en permanence, on va ajuster certains projets qui nous semblaient bien, ben, on va les laisser tomber. D'autres auxquels on n'avait pas pensé, on va les mettre en œuvre. Mais je dirais que la mission, elle ne bouge pas beaucoup. Hein, c'est comme la mission d'un être humain, elle est implicite, c'est survivre. Voilà. Donc, bon, une entreprise, même si elle est considérée comme un être vivant, elle doit définir sa finalité. C'est la survie aussi, mais de quelle manière, hein, en fabriquant des voitures, en apportant des services à des personnes âgées, etc. Mais c'est important, effectivement, de définir une mission, mais une mission, on va dire, elle est quasiment immuable. Hein, bon, pas pendant des siècles, mais en tout cas, pendant des dizaines d'années, c'est compliqué de changer de mission sociétale. On ne va pas passer de la fabrication de voitures à des EHPAD. Alors, merci Yvon. Juste un petit bémol, si je peux me permettre, effectivement, la société à mission, elle entre plus dans le cadre de la responsabilité sociétale et en fait, elle a un rapport avec la loi Pacte. Donc, en fait, ça va au-delà que de choisir sa simple mission d'entreprise. Là, c'est vraiment un engagement de société à mission. C'est une raison d'être, se doter d'une raison d'être. Hein. Donc, ça, c'est avec jusque l'enregistrement au greffe, etc. Donc, il faut peut-être préciser aussi cette chose-là, si je peux me permettre, Yvon, en fait. Hein. Oui, oui, mais tu as raison, Nicolas, parce qu'effectivement, il y a peut-être une définition officielle. Moi, je dis que toutes Oui, les sociétés ont une mission et ont une raison d'être, et il y a des raisons d'être qui sont plus, qui ont plus une éthique sociétale que d'autres, voilà. c'est sûr. Et là, moi, je ne suis pas critique, parce que je pense que si vous fabriquez des obus ou si vous êtes EHPAD, bon, il n'y a pas la même, peut-être, raison, mais il y a une raison d'être dans les deux cas, une mission dans les deux cas. Maintenant, il y en a une qui, sur le plan sociétal, peut peut-être être discutée, etc. Donc, c'est un peu là-dessus que effectivement, les sociétés à mission sont plutôt classées dans celles qui ont une certaine éthique sociétale qui, alors Et, après, on va aborder. et oui, avec des objectifs environnementaux, Voilà, sociétaux, c'est ça, etc., c'est ça, beaucoup plus définis, en c'est fait. Hein, ça, c'est voilà. ça, c'est ça. Voilà. Voilà. D'accord. Alors, Yvon, merci beaucoup en tout cas pour ces réponses précises. Donc, malheureusement, le temps qui nous est imparti est déjà écoulé. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, nous serions bien effectivement rester ensemble hein, pour continuer à échanger, mais rassurez-vous, donc le webinaire a été enregistré, il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. Je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion sur Parcours Croisé dédiés aux thématiques QSE afin d'interagir avec vos pairs et retrouver les nombreux articles déjà publiés par nos auteurs, dont ceux de notre très cher Yvon. N'hésitez pas à liker ou à commenter afin d'enrichir les débats surtout. Je vous remercie encore d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire. Je remercie Yvon Mougin pour sa présentation. Et n'oubliez pas, Oui. les échanges se poursuivent sur Et parcourscroisé.com. merci à tous de votre écoute, de votre intérêt pour ce sujet et à bientôt.